Personnages historiques choisis: Vlad III, l'Empaleur, Vlad Cepeš. Vlad III, surnommé l'Empaleur ou Dracula, prince de Valachie, au XVe siècle est une figure historique entourée de légendes terrifiantes. Connu pour sa cruauté contre les Ottomans et ses ennemis, des rumeurs persistantes l'accusent d'actes de cannibalisme au sein de sa cour. Cette saga explore les facettes les plus sombres et méconnues de Vlad l'Empaleur, de ses banquets macabres à sa quête de pouvoir absolu, jusqu'à une fin enveloppée de mystère. Une histoire où la réalité et la légende se mêlent dans une fresque d'horreur et de fascination. Un prince dans l'ombre. Les origines sanglantes de Vlad l'Empaleur. Un prince valaque mangeait-il vraiment la chair de ses ennemis? Voici l'histoire terrifiante de Vlad l'Empaleur, dont les banquets macabres et les forêts de Pâle ont inspiré le mythe de Dracula. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager ce récit glaçant. Vlad III, surnommé l'Empaleur, ou Cepeš, le pieux, en roumain, naquit en 1431 à Sighișoara, en Transylvanie, dans une Europe déchirée par les guerres contre les Ottomans. Fils de Vlad II, Dracule, membre de l'Ordre du Dragon, il grandit dans l'ombre d'un conflit incessant entre chrétiens et musulmans. Mais dès son enfance, Vlad montra une cruauté qui dépassait les normes, même pour une époque brutale. Les récits médiévaux, comme ceux de Laonikos Chalkokondyles, décrivent un jeune prince fasciné par la violence, observant avec un calme inquiétant les exécutions ordonnées par son père. Cette fascination, combinée à une intelligence aiguë, forgea un homme dont la soif de pouvoir et de terreur deviendrait légendaire. Imaginez être un enfant dans une forteresse médiévale, entouré de récits de guerre, où le sang et la mort sont aussi familiers que le pain quotidien. À l'âge de 12 ans, Vlad fut envoyé comme otage à la cour ottomane, une pratique courante pour garantir la loyauté de son père. Selon les chroniques de l'époque, cet emprisonnement, loin d'affaiblir son esprit, durcit son caractère. Enfermé dans des cachots, Edirne apprit à manipuler ses geôliers par la ruse et observa leurs méthodes de torture qu'il perfectionnerait plus tard. Les historiens comme Radu Florescu, dans Dracula, Prince of Many Faces, suggèrent que cette période façonna sa vision du pouvoir pour survivre dans un monde de trahison. Il fallait inspirer la peur. Les psychologues modernes pourraient voir dans cette expérience un traumatisme qui développa des tendances sadiques où la violence devint un moyen d'affirmer son contrôle. De retour en Valachie en 1448, Vlad, âgé de 17 ans, revendiqua le trône dans un contexte de chaos politique. La Valachie, coincée entre l'Empire ottoman et le royaume de Hongrie, était un champ de bataille où les nobles boyards complotaient constamment. Vlad, déterminé à imposer son autorité, adopta des méthodes brutales dès le début. Selon une anecdote rapportée par Chalkokondyles, il organisa un banquet pour les boyards soupçonnés de trahison, avant de les faire empaler devant leur famille. Cette cruauté, bien que stratégique, choqua même ses alliés. Imaginez être un noble invité à un festin princier, pour découvrir que votre hôte vous observe avec un sourire glacé, un pieu déjà préparé pour vous. Les rumeurs de cannibalisme commencèrent à émerger dès cette période. Des pamphlets allemands du XVe siècle comme ceux de Michel Beheim décrivant Vlad organisant des banquets où les corps de ses ennemis étaient servis, leur sang collecté dans des coupes. Bien que ces récits soient probablement exagérés par ses ennemis saxons, ils reflètent une vérité. Vlad utilisait la peur comme une arme. Les historiens modernes débattent de la véracité de ces accusations, certains suggérant qu'il s'agissait de propagande pour discréditer un ennemi des Saxons
et des Ottomans, mais d'autres, comme Florescu, notent que la réputation de Vlad pour des actes macabres était si répandue qu'elle ne pouvait être entièrement inventée. Les psychologues pourraient interpréter ces rumeurs comme une projection des peurs collectives, où la cruauté de Vlad était amplifiée pour en faire un monstre. Malgré sa brutalité, Vlad était un stratège brillant. En 1459, il lança une campagne contre les Ottomans, utilisant des tactiques de guérilla pour compenser son armée réduite. Ces forêts de Pals, où des milliers de prisonniers étaient empalés, devinrent un symbole de terreur, dissuadant les envahisseurs. Mais ces actes, bien qu'efficaces, renforcèrent sa réputation de monstre. Les récits décrivant des voyageurs ottomans fuyant en voyant des champs de corps décomposés, tandis que Vlad, impassible, dînait à proximité. Cette image, bien que romancée, montre un homme qui embrassait l'horreur comme un outil de pouvoir. Imaginez être un soldat marchant à travers une forêt de pales, sous le regard d'un prince qui semble savourer la mort. Si les origines de Vlad semblent déjà terrifiantes, ce n'était que le début. La prochaine partie plongera dans les banquets macabres qui alimentèrent les rumeurs de cannibalisme, transformant sa cour en un théâtre de cauchemars. Mais ce n'est que le commencement. Attendez de voir ce qui suit. Les banquets de l'horreur, les rumeurs de cannibalisme de Vlad l'Empaleur. Si les origines de Vlad l'Empaleur révélaient un prince forgé par la violence et la ruse, les rumeurs de cannibalisme qui entourèrent ses banquets transformèrent sa cour en un théâtre de cauchemars. Dans une Valachie déchirée par les guerres et les trahisons, Vlad III utilisa la peur comme une arme, mais les récits de festins où la chair et le sang de ses ennemis auraient été servis dépassent l'imagination. Cette partie explore les récits troublants de ces banquets macabres, les stratégies psychologiques de Vlad pour terroriser ses adversaires et la frontière floue entre réalité et propagande. Était-il un monstre cannibale ou un génie manipulant l'horreur pour consolider son pouvoir? Ces histoires amplifiées par les chroniqueurs médiévaux continuent de glacer le sang. Si vous pensiez que ces forêts de pales étaient terrifiantes, attendez de découvrir ce qui se passait à sa table. Dans les années 1460, Vlad III, alors au sommet de son pouvoir, en Valachie était craint autant par ses ennemis ottomans que par les boyards locaux, selon des pamphlets allemands du XVe siècle, comme ceux de Michel Beheim Vlad, organisait des banquets dans son château de Targovicht, où il invitait nobles prisonniers et même émissaires étrangers. Ces festins, en apparence somptueux, cachaient une horreur indicible. Les récits décrivent des tables dressées au milieu de champs d'empalés, où les corps, encore frémissants des victimes, servaient de décor. Une anecdote glaçante raconte que Vlad, souriant, trempait son pain dans le sang collecté dans des coupes, tandis que ses invités terrifiés tentaient de cacher leur dégoût. Imaginez être un ambassadeur, forcé de manger sous le regard perçant d'un prince qui semble savourer l'odeur de la mort. Ces récits de cannibalisme, bien que sensationnels, sont sujets à débat. Les historiens comme Radu Florescu, dans Dracula, Prince of Many Faces, suggèrent que ces histoires étaient en partie de la propagande orchestrée par les Saxons de Transylvanie, qui voyaient en Vlad un obstacle à leurs intérêts commerciaux. Cependant, même si le cannibalisme littéral reste douteux, les chroniques s'accordent sur un point. Vlad utilisait des mises en scène macabres pour intimider. Selon Laonikos Chalkokondyles, il faisait servir des plats imitant la chair humaine, peut-être du bœuf ou du porc préparé de manière grotesque, pour choquer ses invités et renforcer sa réputation de monstre. Les psychologues modernes
pourrait interpréter ce comportement comme une forme de guerre psychologique où la peur était plus puissante que les armes. Imaginez l'angoisse d'un noble forcé de rire à une plaisanterie de Vlad tout en fixant une coupe suspecte sur la table. Les banquets de Vlad n'étaient pas seulement des spectacles d'horreur, ils étaient des outils politiques. En invitant des boyards soupçonnés de trahison, Vlad transformait ses festins en jugement public. Une source rapporte qu'en 1457, il organisa un banquet pour célébrer Pâques avant de faire empaler des dizaines de boyards devant leur famille. Ces actes, bien que cruels, envoyaient un message clair: la désobéissance équivalait à la mort. Les récits médiévaux, bien qu'exagérés, décrivent des scènes où les invités paralysés par la peur devaient applaudir alors que des victimes étaient torturées sous leurs yeux. Les historiens modernes, comme Matej Kazaku dans Dracula, notent que ces banquets étaient une stratégie pour consolider le pouvoir dans une région instable où les alliances changeaient constamment. Mais pour les contemporains, ces festins étaient la preuve d'un esprit dérangé. Les rumeurs de cannibalisme prirent une tournure encore plus sombre avec des récits de rituels occultes. Certains pamphlets allemands affirmaient que Vlad buvait le sang de ses victimes pour absorber leur force, une pratique qui, bien que probablement fausse, préfigurait le mythe de Dracula. Ces histoires étaient alimentées par la superstition médiévale, où le sang était associé à des pouvoirs mystiques. Les psychologues modernes pourraient voir dans ces accusations une projection des peurs collectives où la cruauté de Vlad était amplifiée pour en faire un démon. Mais même sans cannibalisme, avérer l'image de Vlad dînant parmi les corps empalés était assez terrifiante pour marquer les esprits. Imaginez être un serviteur apportant des plats à une table entourée de pieux, craignant que votre maître ne décide de vous ajouter au spectacle. Malgré cette noirceur, Vlad restait un leader efficace. Ses campagnes contre les Ottomans, notamment en 1462, montrèrent un génie tactique, utilisant des embuscades et des forêts de pales pour repousser des armées bien plus nombreuses. Ces victoires, bien que brutales, firent de lui un héros pour certains Valaques, qui voyaient en lui un protecteur contre l'invasion turque. Cette dualité, un prince à la fois monstre et sauveur, rendait son personnage d'autant plus fascinant. Les récits de ces banquets, bien que terrifiants, étaient aussi une preuve de son intelligence capable de manipuler les émotions de ses ennemis comme de ses alliés. Mais ces banquets macabres n'étaient qu'une facette de sa terreur. Les rumeurs de rituels occultes et de sacrifices humains commencèrent à circuler, suggérant que Vlad s'adonnait à des pratiques interdites pour défier la mort elle-même. Si ces festins semblent déjà insoutenables, ce qui suit est encore plus troublant. La prochaine partie explorera les récits de rituels sombres et la paranoïa croissante de Vlad qui transforma sa cour en une prison de peur. Mais ce n'est pas tout, l'histoire devient encore plus effrayante. Les rituels sombres, la paranoïa et les mystères occultes de Vlad l'Empaleur. Si les banquets macabres de Vlad l'Empaleur transformaient sa cour en un théâtre d'horreur, les rumeurs de rituels occultes et sa paranoïa croissante firent de lui une figure encore plus terrifiante. Dans une Valachie où la guerre et la trahison régnaient, Vlad III, obsédé par le contrôle et la peur, semblait s'aventurer dans des pratiques interdites, mêlant cruauté et superstition. Cette partie explore les récits de rituels sombres où le sang et la mort prenaient une dimension mystique, ainsi que la paranoïa qui consumait Vlad, le poussant à voir des ennemis partout, même parmi ses proches. Ces histoires amplifiées par ses adversaires brouillent la frontière entre stratégie politique et démence,
faisant de Vlad un prince à la fois redouté et maudit. Si vous pensiez que ces banquets étaient effrayants, attendez de découvrir les secrets qu'ils cachaient dans l'ombre. Dans les années 1460, Vlad l'Empaleur était à l'apogée de son pouvoir, mais aussi de sa solitude. Selon les chroniques de Laonikos Chalkokondailes, son règne en Valachie était marqué par une instabilité constante. Les boyards complotaient, les Ottomans menaçaient, et les alliés hongrois se méfiaient de sa brutalité. Pour maintenir son autorité, Vlad s'appuyait sur la terreur, mais aussi sur une aura mystique qu'il cultivait délibérément. Les pamphlets allemands du XVe siècle, comme ceux de Michel Beheim, affirmaient qu'il s'adonnait à des rituels occultes, buvant le sang de ses victimes pour gagner une force surnaturelle ou invoquant des esprits dans les cryptes de son château. Ces récits, bien que probablement exagérés, reflétaient la peur qu'inspirait un prince dont les actes semblaient défier les lois humaines et divines. Imaginez être un paysan valaque, entendant des rumeurs sur votre seigneur, pratiquant des rituels dans l'obscurité, son ombre projetée sur les murs de pierre. Les rumeurs de rituels occultes étaient alimentées par le contexte superstitieux de l'époque. Au Moyen Âge, le sang était associé à des pouvoirs mystiques et les accusations de sorcellerie étaient courantes contre les figures controversées. Selon Matei Kazaku dans Dracula, Vlad exploitait ses croyances pour renforcer sa réputation. Une anecdote raconte qu'il ordonnait que le sang des empalés soit collecté dans des jarres, prétendument pour des rituels secrets. Bien que ces histoires puissent être de la propagande, elles s'appuyaient sur des faits troublants. Vlad faisait souvent exécuter ses ennemis de manière théâtrale, leurs corps exposés, pour maximiser l'effroi. Les psychologues modernes pourraient interpréter ce comportement comme une forme de sadisme narcissique, où Vlad trouvait du plaisir à manipuler les émotions de ses sujets, les plongeant dans un mélange de crainte et de fascination. Imaginez être un serviteur, transportant une jarre suspecte dans les cachots terrifiés à l'idée de découvrir son contenu. La paranoïa de Vlad exacerbée par les trahisons réelles et imaginaires transforma sa cour en une prison de peur. Selon les chroniques, il soupçonnait même ses alliés les plus proches, ordonnant des exécutions sur des preuves fragiles. Une histoire raconte qu'un conseiller accusé d'avoir murmuré contre lui fut empalé devant la cour, son corps laissé à pourrir comme avertissement. Cette méfiance, analysée par les historiens comme Radu Florescu, était en partie justifiée. Les boyards valaques complotaient, souvent pour renverser leur prince. Mais la brutalité de Vlad dépassait la simple politique. Les récits décrivent des nuits où il arpentait son château incapable de dormir, murmurant des accusations contre des ennemis invisibles. Les psychologues modernes pourraient diagnostiquer un trouble paranoïaque amplifié par le stress constant et l'isolement d'un homme qui vivait entouré de morts. Ces rituels supposés et cette paranoïa renforcèrent les rumeurs de cannibalisme. Les pamphlets allemands affirmaient que Vlad ne se contentait pas de boire du sang, mais qu'il goûtait la chair de ses victimes, parfois lors de banquets où les invités étaient forcés de participer. Bien que ces accusations soient douteuses, elles s'appuyaient sur des témoignages de voyageurs horrifiés par les forêts de Pals et les exécutions publiques. Une anecdote raconte qu'un émissaire ottoman invité à un festin s'évanouit en voyant un plat suspect, convaincu qu'il s'agissait de chair humaine. Ces récits, bien que probablement romancés, montraient comment Vlad manipulait la peur pour asseoir son pouvoir. Imaginez être un ambassadeur, assis à une table où chaque plat semble dissimuler un secret macabre sous le regard froid d'un prince
qui ne cligne jamais des yeux. Malgré cette noirceur, Vlad restait un leader charismatique. En 1462, sa campagne contre les Ottomans, culminant dans l'attaque nocturne de Targovishte, montra un génie tactique qui força l'admiration même de ses ennemis. Le sultan Mehmed II, découvrant une forêt de 20 000 empalés, aurait fui terrifié par la détermination de Vlad. Ses victoires, bien que brutales, firent de lui un héros pour les Valaques, qui voyaient en lui un rempart contre l'invasion. Cette dualité, un prince à la fois monstre et protecteur, rendait son personnage d'autant plus énigmatique. Les historiens modernes notent que sa cruauté, bien que choquante, était souvent stratégique, visant à unifier une région fracturée par les luttes de pouvoir. Mais la paranoïa et les rumeurs de rituels occultes commencèrent à éroder son pouvoir. Les boyards terrifiés mais lassés cherchaient des moyens de le renverser, tandis que les Ottomans et les Hongrois exploitaient sa réputation pour justifier leurs attaques. Les récits de ces pratiques sombres, qu'ils soient vrais ou non, scellèrent son image de monstre. Si ces rituels semblent déjà effrayants, ce qui suit est encore plus stupéfiant. La prochaine partie explorera la chute de Vlad emprisonné et déchu et les mystères entourant sa fin. Mais ce n'est pas tout, l'histoire devient encore plus glaçante. La chute d'un monstre, l'emprisonnement et la déchéance de Vlad l'Empaleur. Si les rumeurs de rituels occultes et de banquets macabres firent de Vlad l'Empaleur une figure de cauchemar, sa chute brutale révéla la fragilité d'un prince dont la cruauté, bien que stratégique, finit par se retourner contre lui. Dans une Valachie déchirée par la guerre et les trahisons, Vlad III, surnommé Sépèche, vit son pouvoir s'effondrer sous le poids de ses ennemis, de sa paranoïa et de sa réputation terrifiante. Cette partie explore les circonstances dramatiques de sa déchéance, son emprisonnement par les Hongrois et les récits troublants qui entourèrent sa captivité, où les légendes de cannibalisme et de malédiction continuèrent de hanter ses geôliers. La fin de son règne, marqué par des trahisons et des mystères, transforma Vlad en un spectre vivant, dont l'ombre effrayait même ceux qui l'avaient renversé. Si vous pensiez que ces rituels étaient effrayants, attendez de voir comment son empire de terreur s'effondra. Vers 1462, Vlad l'Empaleur était à l'apogée de sa puissance militaire, mais aussi au bord du précipice. Ses campagnes contre les Ottomans, bien que marquées par des victoires spectaculaires, comme l'attaque nocturne de Targovishte, avaient épuisé les ressources de la Valachie. Selon Laonikos Chalkokondils, les forêts de Pâle, où des milliers de prisonniers ottomans furent empalés, terrifièrent le sultan Mehmed II, mais elles aliénaient aussi ses alliés hongrois. Le roi Mathias Corvin, initialement un soutien, commença à voir en Vlad un allié instable dont la brutalité risquait de déstabiliser la région. Les boyards valaques lassés des exécutions arbitraires complotaient en secret pour le renverser. Imaginez être un noble valaque partagé entre la peur de l'empalement et le désir de se libérer d'un prince dont les banquets sanglants hantaient vos nuits. La chute de Vlad fut précipitée par une trahison. En 1462, après une série de campagnes épuisantes, il chercha refuge auprès de Mathias Corvin pour obtenir un soutien militaire contre les Ottomans. Mais selon des sources comme les chroniques hongroises de János Turokzi, Mathias, sous la pression des boyards et des Saxons, le fit arrêter sous prétexte de trahison. Les accusations étaient vagues. Certains prétendaient que Vlad complotait avec les Ottomans, d'autres que sa cruauté menaçait la stabilité régionale. En réalité, sa réputation de monstre amplifiée par les pamphlets allemands, décrivant ses banquets cannibales, rendait sa présence
intenable. Vlad fut emprisonné dans la forteresse de Visegrad, où il passa près de 12 ans en captivité. Imaginez être un geôlier hongrois surveillant un prince, dont les yeux perçants semblent scruter votre âme murmurant des menaces dans l'obscurité. Les récits de son emprisonnement sont entourés de légendes, selon des anecdotes rapportées par Michel Beheim-Vlad, même enfermé, continuait d'inspirer la peur. Les gardes racontaient qu'il empalait des rats et des oiseaux dans sa cellule, utilisant des brindilles pour reproduire ses exécutions macabres. Une histoire probablement apocryphe prétend qu'il convainquit un geôlier de lui apporter de la viande crue qu'il consommait avec un plaisir inquiétant, renforçant les rumeurs de cannibalisme. Les historiens modernes comme Radu Florescu, dans Dracula Prince of Many Faces, doutent de ces récits, mais notent qu'ils reflétaient la terreur qu'inspirait Vlad, même enchaîné. Les psychologues modernes pourraient analyser ce comportement comme une forme de défi psychologique, où Vlad maintenait son aura de monstre pour ne pas perdre son identité. Imaginez être un prisonnier, partageant sa cellule terrifié par un homme qui, même en cage, semble commander la mort. La captivité de Vlad ne mit pas fin aux rumeurs de rituels occultes. Les chroniqueurs hongrois affirment que des objets trouvés dans son château, jarres de sang séché, outils de torture, étaient des preuves de pratiques démoniaques. Ces récits, bien que probablement exagérés, s'appuyaient sur la réputation de Vlad, construite par ses forêts de pales et ses banquets. Les Saxons, en particulier, diffusèrent des pamphlets décrivant des scènes où Vlad invoquait des esprits pour échapper à sa prison, renforçant l'idée qu'il était lié à des forces surnaturelles. Les superstitions médiévales, où la sorcellerie était une accusation courante, transformèrent Vlad en une figure à la frontière du réel et du mythique. Les psychologues pourraient voir dans ces histoires une projection collective où la société transformait un homme cruel en un démon pour rationaliser l'horreur de ses actes. Malgré son emprisonnement, Vlad conserva une aura de pouvoir. Les récits suggèrent qu'il négociait avec ses geôliers, utilisant son intelligence pour obtenir des faveurs, comme des livres ou des nouvelles de Valachie. Sa captivité, bien que dure, n'était pas celle d'un prisonnier ordinaire. Matthias Corvin, conscient de son utilité contre les Ottomans, le traitait avec une certaine prudence. En 1474, Vlad fut libéré probablement pour servir de pion dans les luttes contre l'Empire ottoman. Son retour en Valachie, bien que bref, fut marqué par une tentative désespérée de reprendre le pouvoir. Mais sa réputation de monstre le précéda, rendant difficile la réunion d'alliés. Imaginez être un paysan valaque, apprenant que le prince cannibale est de retour partagé entre l'espoir qu'il repousse les Ottomans et la peur de ses méthodes. La chute de Vlad, bien que dramatique, ne fut pas la fin de sa légende. Les rumeurs de cannibalisme et de rituels occultes continuèrent de circuler, alimentées par sa brève tentative de reconquête. Sa mort, entourée de mystères, donna naissance à des récits encore plus troublants. Si sa déchéance semble déjà choquante, ce qui suit est encore plus stupéfiant. La prochaine partie explorera la fin mystérieuse de Vlad, où les légendes de sa mort et les rumeurs d'immortalité firent de lui l'inspiration du mythe de Dracula. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus terrifiante. Une fin dans l'ombre. La mort mystérieuse de Vlad l'Empaleur. Si la chute de Vlad l'Empaleur révélait la fragilité d'un prince consumé par sa propre cruauté, sa mort en 1476 ou 1477 reste l'un des mystères les plus troublants de l'histoire médiévale. Après des années d'emprisonnement et une tentative désespérée de reprendre le pouvoir en Valachie,
Vlad III, surnommé Chepech, disparut dans des circonstances si énigmatiques qu'elles alimentèrent des rumeurs de malédiction, d'immortalité et de pratiques occultes. Cette partie explore les derniers jours de Vlad, les récits contradictoires entourant sa mort et la manière dont son image de monstre cannibale s'enracina dans l'imaginaire collectif, posant les bases du mythe de Dracula. Dans une Europe superstitieuse, sa fin devint une légende, où la réalité et le surnaturel se mêlaient, transformant un prince en un spectre éternel. Si vous pensiez que sa chute était choquante, attendez de découvrir le mystère terrifiant de sa mort. Vers 1474, après près de 12 ans d'emprisonnement, Vlad l'Empaleur fut libéré par le roi Mathias Corvin de Hongrie, probablement pour servir de pion contre l'Empire ottoman. Selon les chroniques de János Turoczi, Vlad alors dans la quarantaine était un homme changé, émacié par les années de captivité, mais toujours animé par une détermination farouche. Il retourna en Valachie pour reprendre son trône, soutenu par une petite armée de fidèles et de mercenaires. Mais sa réputation de monstre forgé par les récits de banquets cannibales et de forêts de pâles le précéda. Les boyards terrifiés mais hostiles refusaient de se rallier, et les Ottomans galvanisés par leur haine pour Chepech lançaient des offensives incessantes. Imaginez être un soldat sous ses ordres, suivant un prince dont les yeux brûlent d'une rage contenue, conscient que chaque bataille pourrait être la dernière. Les détails de la mort de Vlad sont flous, alimentant des spéculations. Selon Laonikos Chalkokondyles, il fut tué lors d'une bataille contre les Ottomans, près de Bucarest, en décembre 1476 ou janvier 1477. Certains récits affirment qu'il mourut au combat, taillé en pièces par des soldats turcs. D'autres plus troublants suggèrent qu'il fut trahi par ses propres hommes, peut-être des boyards lassés de sa tyrannie. Une anecdote rapportée par des pamphlets allemands raconte que sa tête fut coupée et envoyée au sultan Mehmed II comme trophée, exposé à Constantinople pour prouver la mort du monstre. Mais même ce détail est contesté. Certains affirment que son corps ne fut jamais retrouvé, donnant naissance à des rumeurs d'évasion ou d'immortalité. Imaginez être un paysan valaque, apprenant que votre prince a disparu, son sort incertain, tandis que des chuchotements parlent d'un homme qui ne peut mourir. Les rumeurs surnaturelles explosèrent après sa mort. Les chroniqueurs, comme Michel Beheim, rapportaient que des témoins avaient vu Vlad blessé, mais vivant, s'enfuyant dans les forêts de Transylvanie. D'autres prétendaient que son corps retrouvé sans vie portait des marques étranges, comme si des rituels occultes l'avaient préservé. Ces récits, bien que probablement apocryphes, s'appuyaient sur la réputation de Vlad, construite par ses banquets macabres et ses supposés rituels sanguinaires. Dans une Europe médiévale, où la sorcellerie était une peur omniprésente, beaucoup croyaient qu'il avait conclu un pacte avec des forces démoniaques, expliquant sa cruauté et son apparente invincibilité. Les psychologues modernes pourraient interpréter ces histoires comme une tentative de rationaliser l'horreur d'un homme dont la violence semblait inhumaine. Imaginez être un moine consignant ces récits, partagé entre la peur d'un démon et la fascination pour un prince qui semblait défier la mort. L'absence de corps vérifiable alimenta le mythe du retour. En Valachie, certains paysans croyaient que Vlad, comme un spectre, reviendrait pour protéger la région contre les Ottomans. Cette légende, similaire à celle de Frédéric Stantu II sous l'Etna, transformait Vlad en une figure messianique pour certains, mais diabolique pour d'autres. Les pamphlets allemands diffusés largement à l'époque décrivèrent sa mort comme un châtiment divin, affirmant que son palais de Targoviste
était hanté par les âmes de ses victimes. Une anecdote raconte que des voyageurs évitaient la région jurant entendre des cris dans les ruines où Vlad avait organisé ses banquets. Les historiens modernes comme Matei Kazaku dans Dracula suggèrent que ces rumeurs étaient amplifiées par la propagande saxonne et ottomane, mais elles reflétaient une vérité. Vlad avait marqué les esprits, au point que sa mort semblait inconcevable. L'impact immédiat de sa mort fut un vide politique. La Valachie déjà instable sombra dans le chaos, les boyards se disputant le trône, tandis que les Ottomans consolidaient leur influence. Mais l'héritage de Vlad, loin de s'éteindre, prit une dimension nouvelle. Les récits de ses actes amplifiés par les imprimeries naissantes se répandirent à travers l'Europe, transformant le prince valaque en une figure légendaire. Les histoires de cannibalisme, bien que probablement exagérées, devinrent un symbole de sa cruauté posant les bases du mythe de Dracula. Les psychologues pourraient voir dans cette transformation une projection collective où une société terrifiée transformait un homme réel en un monstre surnaturel pour exorciser ses peurs. Malgré sa disparition, Vlad restait une énigme. Était-il un cannibale, un sorcier, ou simplement un stratège impitoyable utilisant l'horreur comme arme? Les sources historiques, comme celle de Radu Florescu, ne confirment pas les accusations de cannibalisme, mais soulignent que sa réputation était soigneusement entretenue pour terroriser ses ennemis. Sa mort, entourée de mystères, ne fit qu'amplifier sa légende, le transformant en un spectre qui hantait l'imaginaire européen. Si cette fin mystérieuse semble déjà troublante, l'héritage qu'il laissa est encore plus fascinant. La prochaine partie explorera comment Vlad devint l'inspiration du mythe de Dracula, une figure immortelle dans la culture populaire. Mais ce n'est pas fini, l'histoire devient encore plus captivante. La naissance d'un mythe, Vlad l'Empaleur, devient Dracula. Si la mort mystérieuse de Vlad l'Empaleur, en 1476 ou 1477, enveloppa sa fin d'un voile de superstition, son héritage transforma un prince valaque en une légende immortelle, celle de Dracula. Les récits de ses banquets macabres, de ses forêts de pales et de ses supposés rituels, occultes, amplifiés par la peur et la propagande, posèrent les bases d'un mythe qui traversa les siècles. Cette partie explore comment l'image de Vlad, mêlant cruauté réelle et exagération surnaturelle, inspira le personnage de Dracula, devenant un symbole d'horreur dans la culture populaire. De la Valachie médiévale aux récits imprimés du XVe siècle, en passant par le roman de Bram Stoker, Vlad devint une figure à la frontière de l'histoire et du cauchemar captivant encore aujourd'hui. Si vous pensiez que sa mort était troublante, attendez de voir comment Vlad devint un monstre éternel. Après la mort de Vlad la Valachie, sombra dans le chaos, mais son image ne s'effaça pas. Les pamphlets allemands, comme ceux de Michel Beheim, diffusés grâce à l'imprimerie naissante, répandirent des récits terrifiants de ses actes banquets, où il consommait la chair de ses ennemis forêts de pales, où des milliers agonisaient et rituels occultes dans les cryptes de son château. Ces histoires, bien que probablement exagérées par les Saxons de Transylvanie, pour discréditer Vlad, trouvèrent un écho dans une Europe superstitieuse. Selon Matei Kazaku, dans Dracula, ces pamphlets imprimés dès les années 1460 furent parmi les premiers best-sellers de l'histoire, fascinant les lecteurs par leur mélange d'horreur et de sensationnalisme. Imaginez être un marchand allemand lisant un pamphlet décrivant un prince buvant du sang, partagé entre le dégoût et une curiosité morbide. Les récits médiévaux transformèrent Vlad en une figure à la fois humaine et surnaturelle.
Les chroniqueurs, comme Laonikos Chalkokondyles, décrivaient un prince d'une cruauté calculée, mais les superstitions de l'époque ajoutaient une dimension démoniaque. Les rumeurs de cannibalisme, bien que non prouvées, s'appuyaient sur des faits réels. Vlad utilisait la violence théâtrale pour terroriser ses ennemis, comme lors de la méforêt de Pals de 462, où 20 000 corps furent exposés pour repousser les Ottomans. Ces actes rapportés par des témoins, comme des émissaires turcs, furent amplifiés par les récits oraux, où Vlad devint un sorcier ou un démon. Les psychologues modernes pourraient analyser cette transformation comme une projection collective face à une cruauté inconcevable. La société inventa un monstre surnaturel pour donner un sens à l'horreur. Imaginez être un voyageur, entendant ces histoires dans une taverne craignant que le prince maudit ne soit encore en vie. L'héritage de Vlad fut également politique. En Valachie, certains le voyaient comme un héros, un protecteur contre l'invasion ottomane. Ses campagnes, bien que brutales, avaient préservé l'indépendance de la région pendant un temps. Mais sa réputation de monstre cannibale, propagée par ses ennemis, éclipsa cet aspect. Les boyards, qui l'avaient trahi, et les Hongrois qui l'avaient emprisonné, utilisèrent ces récits pour justifier leur opposition. Selon Radu Florescu, dans Dracula, Prince of Many Faces, cette propagande transforma Vlad en un bouc émissaire, un symbole des excès du pouvoir. Pourtant, même ses détracteurs ne pouvaient nier son charisme. Les récits décrivent un homme capable de galvaniser ses troupes par sa seule présence, ses yeux perçants, semblant lire dans les âmes. Imaginez être un soldat valaque suivant un prince dont la réputation terrifie même vos ennemis, mais dont chaque ordre pourrait signer votre arrêt de mort. La transition vers le mythe de Dracula commença au XVe siècle, mais elle s'accéléra avec l'ère moderne. Les récits de Vlad transmis par les imprimeries circulèrent à travers l'Europe, inspirant des contes populaires où il était dépeint comme un vampire buvant le sang de ses victimes. Cette image, bien que romancée, s'appuyait sur les rumeurs de ses banquets et de son goût pour la violence. Au XIXe siècle, Bram Stoker, inspiré par ces histoires, et par des textes comme ceux de William Wilkinson sur les princes valaques, créa le personnage de Dracula dans son roman de 1897. Bien que Stoker ait pris des libertés, le lien avec Vlad est évident. Le nom Dracula vient de l'ordre du dragon Dracule, et le personnage partage la cruauté et le charisme du prince historique. Les historiens modernes notent que Stoker s'inspira aussi des superstitions roumaines sur les strigois des morts vivants, assoiffés de sang, renforçant le lien entre Vlad et le vampire. L'impact culturel de Vlad s'étendit à l'art et à la littérature. Les gravures médiévales le dépeignaient comme un prince entouré de pieux, son visage impassible dominant un champ de corps. À l'époque moderne, des films comme Dracula de 1931 ou Bram Stoker's Dracula de 1992 réinterprétèrent Vlad comme un anti-héros tragique mêlant amour et horreur. Ces adaptations, bien que romancées, montrèrent comment son mythe résonnait avec des thèmes universels, la soif de pouvoir, la peur de la mort et la fascination pour le monstre intérieur. Les psychologues pourraient voir dans cette fascination une exploration de l'ombre humaine où Vlad incarne les pulsions les plus sombres de l'humanité. Le mythe de Dracula éclipsa souvent le Vlad historique, mais il révéla aussi sa complexité. Était-il un cannibale, un sorcier ou un stratège impitoyable, utilisant la peur comme arme? Les sources historiques, comme celle de Florescu, suggèrent que les accusations de cannibalisme étaient probablement de la propagande, mais la cruauté de Vlad était bien réelle.
Sa capacité à inspirer la terreur, même des siècles plus tard, témoigne de son pouvoir. Aujourd'hui, son château de Bran, en Transylvanie, attire des touristes fascinés par le mythe de Dracula, tandis que les historiens continuent de débattre de la vérité derrière les légendes. Si la naissance de ce mythe semble déjà captivante, l'héritage durable de Vlad est encore plus stupéfiant. La prochaine partie explorera comment son image continue d'influencer la culture et pourquoi il reste une énigme historique. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus envoûtante, un spectre éternel. L'héritage immortel de Vlad l'Empaleur. Si la transformation de Vlad l'Empaleur en Dracula donna naissance à un mythe qui transcenda son époque, son héritage durable continue de fasciner et d'effrayer, mêlant histoire, légende et horreur. De la Valachie du XVe siècle aux écrans modernes, Vlad III, surnommé Chepech, reste une figure à la croisée du héros et du monstre, dont les récits de banquets cannibales, de forêts, de pals et de rituels occultes ont marqué l'imaginaire collectif. Cette dernière partie explore comment l'héritage de Vlad l'Empaleur, porté par des siècles de récits, d'art et de culture populaire, a fait de lui une icône intemporelle. Son image à la fois terrifiante et captivante soulève encore aujourd'hui des questions sur la frontière entre réalité et fiction, et sur ce qui pousse une société à transformer un homme en mythe. Si vous pensiez que la naissance de Dracula était envoûtante, attendez de voir comment Vlad continue de hanter notre monde. Cliquez sur « J'aime partager et commenter ce qui vous a le plus choqué » pour propager ce récit glaçant, la mort de Vlad l'Empaleur, en 1476 ou 1477, ne mit pas fin à son influence. En Valachie, il resta une figure ambivalente, pour certains, un héros ayant résisté aux Ottomans, pour d'autres un tyran dont les banquets macabres et les forêts de Pâle incarnaient l'horreur absolue. Les pamphlets allemands, comme ceux de Michel Beheim, continuèrent de circuler, décrivant un prince buvant le sang de ses victimes et organisant des festins de chair humaine. Ces récits, bien que probablement exagérés par ses ennemis saxons, trouvèrent un écho dans une Europe où l'imprimerie naissante amplifiait les histoires sensationnelles. Selon Matej Kazakou, dans Dracula, ces pamphlets, parmi les premiers best-sellers imprimés, transformèrent Vlad en une légende vivante, un monstre dont le nom suffisait à faire frémir. Imaginez être un lecteur du XVe siècle feuilletant un pamphlet décrivant un prince cannibale, votre esprit partagé entre l'horreur et une fascination coupable. Sur le plan politique, l'héritage de Vlad fut complexe. Sa cruauté, bien que stratégique, avait unifié la Valachie contre les Ottomans, mais son règne brutal avait aussi semé la discorde parmi les boyards. Après sa mort, la région sombra dans l'instabilité, les luttes de pouvoir reprenant de plus belle. Pourtant, certains Valaques continuèrent de le vénérer comme un protecteur, une figure quasi messianique. Les récits du mythe du retour, où Vlad était censé revenir des forêts de Transylvanie, persistèrent similaires à ceux entourant Frédéric d'Eusès. Ces légendes, rapportées par des chroniqueurs comme Laonikos Chalkokondyles, reflétaient l'incapacité d'une société à accepter la disparition d'un homme aussi charismatique et terrifiant. Imaginez être un paysan valaque regardant les ombres des Carpates, convaincu que votre prince, maudit, rôde encore prêt à ressurgir. L'héritage culturel de Vlad s'étendit bien au-delà de la Valachie. Les récits de ces actes amplifiés par les imprimeries inspirèrent des contes populaires à travers l'Europe. Dans les Balkans, les histoires de Strigoa, des morts vivants assoiffés de sang, se mêlèrent à la légende de Vlad, renforçant l'idée qu'il était un vampire.
Ces superstitions, enracinées dans la peur médiévale du surnaturel, trouvèrent un écho dans le roman de Bram Stoker Dracula, 1897, qui immortalisera Vlad comme un conte vampire. Stoker, s'inspirant de sources comme les pamphlets allemands et les écrits de William Wilkinson sur les princes valaques, créa un personnage qui combinait la cruauté historique de Vlad avec une aura surnaturelle. Les historiens modernes comme Radu Florescu, dans Dracula Prince of Many Faces, notent que cette transformation reflète une fascination pour le côté sombre de l'humanité, où Vlad incarne à la fois le pouvoir et la damnation. L'impact de Vlad sur l'art et la littérature fut profond. Les gravures médiévales le dépeignaient comme un prince sévère, entouré de pieux sanglants, son regard perçant, dominant des scènes d'horreur. À la Renaissance, des écrivains, comme Matteo Bandello, firent référence à Vlad comme un symbole de tyrannie, tandis que les poètes roumains le présentaient comme un héros tragique. Au XXe siècle, le cinéma s'empara de son mythe, des films comme Dracula de Todd Browning, 1931, ou Bram Stoker's Dracula de Francis Ford Coppola, 1992, réinterprétèrent Vlad comme un anti-héros romantique, mêlant cruauté et mélancolie. Ces adaptations, bien que romancées, montrèrent comment Vlad captivait encore son image, oscillante entre monstre et victime d'un monde brutal. Imaginez regarder un film où Dracula, inspiré par Vlad, fixe l'écran, ses yeux rappelant ceux d'un prince valag, observant ses victimes. Les psychologues modernes pourraient analyser l'héritage de Vlad comme une exploration collective des pulsions humaines. Sa cruauté, bien que stratégique, reflète des traits de sadisme et de narcissisme, où la terreur était un moyen de contrôler son environnement. Les rumeurs de cannibalisme, bien que probablement fausses, s'appuyaient sur sa réputation de violence théâtrale, comme les forêts de Pâle ou les banquets macabres. Les neuroscientifiques noteraient que le stress constant d'un règne dans une région en guerre, combiné à une possible instabilité mentale, pourrait expliquer son comportement extrême. Mais pour ses contemporains, ces actes étaient des preuves d'une damnation surnaturelle, renforçant l'idée qu'il avait conclu un pacte avec le diable. Aujourd'hui, Vlad reste une figure fascinante. Le château de Bran, en Transylvanie, attire des millions de touristes attirés par le mythe de Dracula, bien que Vlad n'y ait probablement jamais résidé. Les historiens comme Florescu et Cazacu continuent de débattre de la vérité derrière les accusations de cannibalisme, concluant que ces récits étaient probablement de la propagande saxonne et ottomane. Pourtant, la persistance de ces histoires montre la puissance de Vlad, un homme capable de terrifier des siècles après sa mort. Son héritage mêlant histoire et légende interroge notre fascination pour les monstres, qu'ils soient réels ou imaginaires. Si ce récit vous a secoué, partagez-le, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques aussi troublants